Bonjour à tous. Bonjour, je suis Isabelle de Livera, directrice des formalités chez Medialex. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux, vous êtes déjà très nombreux à vous connecter. Comme je vous disais, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier webinaire avant les vacances. Je sais que la période est dense pour nous tous. Euh, elle est chaude dans tous les sens du terme. Je vous rappelle que ce webinaire, donc il est sur un format un petit peu court parce qu'on a tous beaucoup de travail en cette période. Et puis surtout, on va vous donner les petites informations qui nous semblent utiles, les petites nouveautés également. C'est beaucoup de retours d'expérience. Donc voilà, j'espère que vous aurez suffisamment d'informations pour affronter cette période avec sérénité. Je vous rappelle que ce webinaire, donc le replay pardon de ce webinaire vous sera envoyé à l'issue de ce dernier, ainsi que cette présentation. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire dans le chat. On va se laisser quelques minutes en fin de webinaire pour que je puisse y répondre. Alors, ça peut être des questions qui sont liées à ce que je vais vous présenter, ou peut-être d'autres questions qui vous taraudent. On ne sait jamais. Si j'ai le temps d'y répondre, ce sera avec un grand plaisir que je le ferai. On va peut-être, bon, il est 33, on va commencer tout doucement. Les dernières personnes arriveront au fur et à mesure. Alors, on va commencer par un point déjà un petit peu guichet unique. C'est le point principal. Pour ceux qui font des formalités et qui les déposent sur le guichet unique aujourd'hui, vous avez constaté très certainement que ça fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, hormis quelques bugs résiduels, quelques formalités particulières, ça fonctionne quand même assez bien et on arrive à passer ces formalités. Après, comme on le voit tous, le guichet unique, c'est beaucoup de pratique. Au fur et à mesure qu'on passe les formalités, eh bien, on sait, c'est des petites astuces, la connaissance de l'outil. Je vous l'ai déjà dit dans un précédent webinaire, aujourd'hui, Medialex dépose entre 25 et 30 000 formalités à l'année. Donc, on a un retour d'expérience, on a une équipe de formalistes qui est sur le guichet unique tous les jours. Donc, effectivement, après, il y a des passages de pratique sur un certain nombre de formalités. Mais on peut constater qu'en règle générale, la très grande majorité des formalités passent sans aucune difficulté. Toutefois, enfin, je vous ai quand même, je vais vous faire part de quelques petits blocages, on va dire. Le premier, c'est la correction RNE des codes APE. Concrètement, vous avez une fiche INSEE pour une société ou une entreprise avec un certain code APE. Ce code APE n'est pas correct sur le RNE. Eh bien, on ne peut pas le modifier en correction APE, en correction RNE. Là, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Le champ est grisé. Donc, on ne peut pas venir le modifier, même en transmettant à l'INPI la fiche INSEE. Alors, comment faire dans ce cas-là? Très simplement, il faut prendre contact avec les services de l'INPI en leur transmettant la fiche INSEE de l'établissement et c'est eux qui, de façon manuelle, procéderont à la correction. Donc ça, c'est une question qu'on nous a déjà souvent posée, parce que parfois, ça peut être bloquant. Certains organismes publics se référant au code APE qui est sur le RNE actuellement. Donc voilà. Petite astuce, c'est pas quelque chose qui peut se faire de notre côté. Donc contactez les services de l'INPI. Autre sujet, et là, ça fait depuis le début du guichet unique où on a des difficultés avec les agents commerciaux et donc leur inscription au registre spéciaux des agents commerciaux. Alors, heureusement, ce n'est pas des formalités qu'on a tous les jours. Néanmoins, quand une entreprise ou une société a une activité également d'agent commercial, elle nécessite une double inscription, donc au registre du commerce et des sociétés. Jusqu'à là, tout va bien, sur un CABIS, et de façon concomitante sur ce qu'on appelle le RSAC, donc le registre spécial des agents commerciaux. Aujourd'hui, le guichet unique ne permet pas de faire la formalité au registre des agents commerciaux. Il faut savoir que le flux qui est mis en place entre le guichet unique et le greffe est à destination du RCS. Donc concrètement, le greffe reçoit l'information, on va dire, pour mettre à jour le RCS et pas pour mettre à jour son RSAC. Donc dans certains cas, les greffes sont très diligents et acceptent voilà, qu'on arrive à passer par le GU et puissent mettre à jour leur registre spéciaux des agents commerciaux. Parfois non.
Parfois, c'est très compliqué de pouvoir déclarer une modification, etc. Donc, on sait qu'aujourd'hui, l'activité d'agent commercial, c'est très compliqué à mettre à jour ou à créer. Il faut se rapprocher du greffe et voir avec eux comment, de façon la plus simple possible, on peut faire pour faire ce type de dossier. Heureusement, une fois de plus, c'est pas une activité qui est très, très courante. Donc, ça permet de ne pas être bloqué sur beaucoup de dossiers. Point suivant, les validations par la CMA. Aujourd'hui, quand on immatricule une société ou qu'on la modifie, on dépose le dossier sur le guichet unique, le greffe valide, donc le RCS, et puis la CMA doit valider. Il faut savoir que c'est la validation de la CMA qui permet de rendre actif le SIRET. Donc, c'est pas parce que le greffe a validé et qu'il a émis un CABIS à jour que la formalité est validée à la CMA. Donc, qu'est-ce que ça entraîne aujourd'hui concrètement? C'est des délais assez longs. Tant que la CMA n'a pas validé, je parle notamment dans le cas d'une immatriculation, le SIRET n'est pas actif. Et on le sait tous aujourd'hui, c'est compliqué. Une société, elle a besoin de son SIRET, elle a besoin d'un SIRET actif pour un certain nombre de démarches auprès d'organismes publics ou non. Donc effectivement, là, on a une vraie difficulté et les délais sont assez longs. Je sais que sur les immatriculations, il y a un souhait, il y a une envie quand même de la Chambre des métiers d'accélérer le mouvement. Sur les modifications, c'est plus compliqué. Donc là aussi, quand on a des modifications, on sait, et des immatriculations, on sait que quand l'activité est réglementée, il faut transmettre immédiatement lors de l'immatriculation ou de la modification les pièces justificatives demandées par la Chambre des métiers. Donc les diplômes, etc., les formulaires de qualification. Il faut penser à vraiment bien constituer son dossier initialement, c'est-à-dire d'aller sur le site de la CMA, de se rapprocher de la CMA pour savoir que pour cette activité, qu'est-ce que je dois fournir pour que le dossier soit complet dès le départ. Concrètement, si dès le départ, le dossier n'est pas complet, ça va déjà mettre dans un premier temps, dans un temps 1, beaucoup de temps pour être validé. Ensuite, s'il faut le compléter, faire des allers-retours avec la Chambre des métiers, c'est une formalité qui peut mettre très, très longtemps. Et on le sait aujourd'hui, nos clients, nos entrepreneurs, ils ont besoin d'avoir des documents officiels à jour et ce, rapidement. Donc là, attention, voilà, un petit point de vigilance sur les dossiers CMA. Informez vos clients que ça peut mettre un peu plus de temps, contrairement à une activité qui ne relèverait pas de la Chambre des métiers. Et surtout, pensez à constituer un dossier bien complet dès le départ avec les bons justificatifs pour l'activité artisanale. Ça évitera les allers-retours et donc des délais encore plus longs. Dernier point concernant les tarifs greffe, pour ceux qui déposent les formalités sur le guichet unique, vous avez tous constaté que dans beaucoup de cas, dans une grande majorité de cas, les tarifs greffe qui sont appelés lors de la validation et donc de la transmission de la formalité au greffe, le tarif greffe ne correspond, enfin le tarif appelé, pardon, ne correspond pas au tarif greffe appliqué in fine. Les tarifs greffe ont été modifiés au 1er mars dernier. Et sur le guichet unique, c'est encore pas tout à fait à jour. Donc, ça a pour conséquence soit des tarifs greffe au final moindres que ceux qui ont été versés, donc il faut attendre un remboursement de la part de l'INPI. Donc c'est aller sur son dossier pour vérifier qu'on a eu le remboursement qui peut arriver sous 24, 72 heures, voire légèrement plus dans certains cas. Dans certains cas, il faut relancer le guichet unique pour avoir le remboursement. Donc ça, a priori, ça devrait être de l'histoire ancienne d'ici peu. Tout prochainement, les tarifs devraient être à jour. Donc voilà, un petit peu de patience encore sur cet aspect-là. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on a des appels de fonds du coup du greffe qui rejettent le dossier pour avoir quelques euros de plus. Dans le cas contraire, où les tarifs ou les fonds appelés sont moindres que ceux appliqués à la fin de la formalité. Donc voilà, ça c'est en voie d'amélioration en tout cas. Voilà sur cette partie, sur cette première partie guichet unique. Passons maintenant au retour d'expérience un petit peu formalité. Je vous ai juste mis ça à titre indicatif parce que moi, ça m'a un petit peu marqué. C'est des chiffres à fin avril, donc c'est pas tout récent, hein, je vous l'accorde. Où là, on avait l'évolution par rapport à 2025, donc à avril 2025, en cumulé. On voit que les immatriculations augmentent légèrement,
tout en sachant qu'il y a une très, très grande proportion d'auto-entrepreneurs dans cette petite augmentation. Voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était les plus 143% de radiation. Donc ça, c'est des chiffres infogreffe. 143% de radiation, c'est énorme. Et les entreprises en difficulté, plus 3%, sachant que l'année dernière, on était déjà sur une hausse significative. Donc voilà, ça donne une image un petit peu du tissu économique actuel, en tout cas jusqu'à fin avril. Voilà. C'est une petite information que je voulais vous partager. Alors, sur l'aspect vraiment pratique des formalités et retour d'expérience, on a le cas des justificatifs des activités réglementées. Je parle par exemple des activités de transport, par exemple, où là, je déclare une activité de transport. Il y a d'autres activités qui demandent des justificatifs post-formalité. Donc, dans ce cas-là, le greffe émet le CABIS. Sur le CABIS, il indique une mention en observation dans laquelle il dit clairement, voilà, dès que vous aurez votre justificatif d'exercice de l'activité, vous nous le transmettez. Et voilà, et donc il y a un certain délai pour le transmettre. Il est prévu dans les textes que ce justificatif soit transmis par le guichet unique. Or, aujourd'hui, il n'y a pas cette possibilité sur le guichet unique. Je ne peux pas transmettre le justificatif. Si bien que les greffes qui ont mis ces mentions suspensives, à un moment donné, si le justificatif n'est pas transmis au greffe, il y a un risque de radiation. Donc, on écrit à la société, le greffe écrit à la société pour indiquer que voilà, ça fait 3-4 mois qu'ils attendent que la société a été immatriculée, par exemple, et qu'ils attendent le justificatif. Or, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, certains greffes refusent de recevoir ce justificatif par mail. Je vous rassure, la très grande majorité, sans difficulté, reçoivent, après les avoir contactés, acceptent de recevoir ce document par mail, suppriment la mention et la société se retrouve tout à fait dans la conformité. Néanmoins, attention, certains greffes le refusent parce que, évidemment, les textes prévoient que ce soit transmis par le guichet unique. Procédure qui aujourd'hui n'est pas possible via le guichet unique. Donc on se retrouve, voilà, là c'est un petit peu une impasse avec certains greffes. La mise à jour des dirigeants, là pareil, je mets ce petit point de vigilance parce que j'ai déjà eu le cas. Avec l'occultation de l'adresse des dirigeants, certains dirigeants se disent du coup, j'ai plus besoin de mettre à jour mon adresse si je déménage, puisque de toute façon, personne ne la voit. Alors attention, là, il y a un danger. Parce qu'une adresse de dirigeant qui n'est pas à jour, c'est une adresse c'est une adresse sur laquelle le greffe risque d'écrire. Il peut contacter le dirigeant pour le relancer sur une DBE, sur un dépôt des comptes, sur un certain nombre d'obligations. Le courrier revient en impayé, on risque la radiation. Donc attention à bien informer vos clients. C'est pas parce que l'adresse n'est pas publique qu'elle ne doit pas être mise à jour. Mon dirigeant change d'adresse, je fais une formalité de changement d'adresse de dirigeant, je demande de nouveau l'occultation, il ne faut pas oublier de la redemander à chaque fois, et puis là, je suis en conformité. Donc là, attention, point de vigilance, parce que ce point-là, particulièrement, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Je vous ai mis également un petit mot sur l'URSSAF qui devient valideur pour les entreprises individuelles libérales. Alors pareil, hein, c'est un peu comme les agents commerciaux, c'est plus rare, c'est pas la majorité de nos formalités. Néanmoins, là aussi, il faut s'attendre à des délais plus longs. C'est un peu comme la CMA, c'est-à-dire tant que le dernier valideur n'a pas validé, la formalité n'est pas active, le SIRET n'est pas actif, les organismes ne sont pas au courant. Enfin voilà, il y a toute une logique derrière. Donc un peu comme les agents commerciaux. On sait que c'est assez rare, mais voilà, il faut s'attendre à ce que ce soit un tout petit peu plus long. Point aussi important, et ça c'est un retour d'expérience parce que parfois il arrive que certains clients ferment par erreur un établissement parce qu'il y a beaucoup d'établissements secondaires. Je décide de fermer un établissement secondaire, puis je m'aperçois que les opérationnels m'ont pas forcément donné la bonne adresse, donc j'ai fermé le mauvais établissement. Jusqu'à il y a encore quelques temps, on pouvait réouvrir l'établissement à la date de fermeture. Donc, il y avait une continuité d'activité à cette adresse et je pouvais récupérer le SIRET. Il était connu à l'INSEE. Donc, on me réattribuait le SIRET que j'avais sur l'établissement puisque c'était exactement la même adresse et le même établissement.
Attention, aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'INSEE ne récupère pas les SIRET. Quand un SIRET est fermé, il est radié définitivement. Donc, en cas de correction d'erreur matérielle, c'est compliqué. Ça veut dire ça veut dire que pour cet établissement, par exemple, que j'aurais fermé par erreur et que je veux réactiver, réouvrir, il va falloir que j'indique à l'ensemble des organismes que mon SIRET a été modifié. Voilà, là, c'est un point un petit peu bloquant. Je sais que parfois, en termes de paye, ça peut être un petit peu compliqué. Donc là, attention, pas de reprise de SIRET. Ce n'est plus possible. Et puis, dernier point, et puis pas l'un des moindres, c'est ce fameux article R123-43 que quelques greffes appliquent en France. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédents webinaires, Medialex intervient sur les greffes de toute la France et dans les dom-toms. Et donc, on a un retour d'expérience un petit peu national, au final, de diverses pratiques, etc. On a constaté que cet article était appliqué par... j'ai mis une dizaine de greffes, voilà, en gros. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Concrètement, le code de commerce prévoit que j'ai un mois pour déposer ma formalité, pour déclarer mes événements, ma formalité auprès du greffe. Voilà, donc c'est ce que prévoit le texte, le code de commerce. Certains greffes appliquent cet article en disant si c'est pas dans le mois, je dois déclarer un événement, je dois déposer une formalité par événement. Exemple assez simple. J'ai à la même date un transfert de siège, un changement de dirigeant et un changement de déno. Je dépose dans le mois, je dépose une formalité avec les 3 événements. C'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant et tout se passe très bien. Dans certains greffes, quand je dépasse mon mois, qui suit la date d'effet de ces 3 événements, qui sont tous à la même date, dans mon cas, eh bien, je dois déposer 3 formalités. Donc, je vais déposer un transfert de siège, et puis un changement de dirigeant, et puis un changement de dénomination, avec 3 fois des frais de greffe. Donc, les greffes concernées, si vous avez l'habitude de travailler avec ces greffes-là, donc vous le savez. Néanmoins, il y a certains clients qui sont assez surpris quand on leur dit qu'il va falloir payer des frais de greffe assez conséquents parce qu'on aura dépassé le mois. Donc là, attention, parce qu'il y a quand même des greffes qui l'appliquent. C'est une mauvaise surprise pour les clients. Voilà, donc pour éviter cela, essayez de déposer toujours dans le mois qui suit l'événement. Voilà pour ces petits retours. Oula, j'ai été un petit peu vite. Voilà pour ces retours d'expérience. Je vous ai mis ici un petit mot sur les certificats de non-opposition, parce qu'on peut les commander sur Infogreffe depuis quelques temps. C'est plutôt bien, la procédure est plutôt simple plutôt que d'envoyer un courrier au greffe avec son chèque, etc. Néanmoins, le certificat n'est pas délivré de façon automatique et immédiate. Il est délivré comme ça l'était avant quand on faisait la demande par courrier avec son chèque au greffe. Il est délivré par la poste, donc on le reçoit quelques jours plus tard. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas à écrire au greffe, à envoyer son chèque ou à demander à débiter un compte greffe. On se connecte sur Infogreffe et on fait la demande et on paye en carte bleue ou avec un compte Infogreffe. Donc là, voilà, petite simplification. Ça peut être pas mal sur des opérations de TUP et de fusion. On sait que c'est un document dont on a besoin pour sécuriser son opération. Autre point de vigilance sur lequel je voulais vous alerter, c'était donc toujours les DBE, les déclarations de bénéficiaires effectifs. On sait qu'il y a une pression assez forte des autorités pour que ces obligations soient vraiment accomplies par l'ensemble des entreprises et des sociétés. Et donc, il y a eu on sait qu'en termes de législation, de plus en plus, il y a une pression sur le fait qu'il faut déposer cette DBE à jour. Donc, évidemment, chaque formalité qui entraîne un changement de DBE ou de pourcentage de détention, ça peut être le même DBE, mais pour autant, son pourcentage de détention a été modifié et qu'on vient de déposer une nouvelle déclaration du bénéficiaire effectif. Je vous rappelle que c'est une obligation légale et qu'elle est européenne. Donc voilà, et que c'est dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, la fraude et le blanchiment.
Sachant que les entreprises qui n'ont pas déposé ces DBE peuvent se voir recevoir des injonctions pour les déposer et qu'on le voit de plus en plus. Donc, une fois de plus, je vous le dis, il y a une grosse pression sur le fait pour que cette obligation soit vraiment respectée par l'ensemble du tissu économique français. C'est très important de les déposer et on voit de plus en plus d'injonctions. Alors, parfois même, alors que l'entreprise pense avoir sa dernière déclaration tout à fait à jour. À partir du moment qu'il y a une ordonnance, une injonction, il faut immédiatement la respecter et redéposer la DBE, même si celle qui est déposée est à jour. Voilà, on a déjà eu le cas, on a contacté le juge, etc. Elle était à jour, néanmoins, il y avait une injonction, on a redéposé une DBE à jour. Donc ça, attention, parce que sur cette formalité, il y a une pression assez importante. Je voulais faire aussi un petit focus sur l'occultation de l'adresse des dirigeants. Je vous ai remis ici le petit formulaire que vous êtes maintenant habitué à transmettre au greffe pour demander l'occultation sur le CABIS et sur les actes. Donc l'anonymisation, on sait qu'elle a été faite dans le but de préserver et de respecter la vie privée des dirigeants. Chez Medialex, nous, on s'est déjà engagé pour la protection de la vie privée des dirigeants, puisque les annonces légales sur nos titres partenaires, sur lesquels figurent des adresses personnelles de dirigeants, sont automatiquement occultées au bout de 7 jours. Donc, ça nous permet déjà de respecter les adresses personnelles de nos dirigeants. Je voulais ici faire un petit point pareil, retour d'expérience sur les demandes d'anonymisation. Donc, pour ceux qui ont déjà fait ce type de formalité, vous le savez, il y a des traitements disparates suivant les greffes. Vous allez avoir des greffes qui vont demander une attestation signée par le dirigeant et qui peut comporter toutes les personnes occultées dessus. Certains greffes veulent une attestation par personne signée par la personne qui demande l'occultation de son adresse sur le CABIS. Voilà, il y a quelques pratiques un peu d'un greffe à un autre, ça peut être différent. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec un greffe, pensez déjà à demander comment ça fonctionne pour éviter un rejet et une perte de temps dans le traitement de votre dossier. On sait aussi qu'il y a des personnes physiques qui ne sont pas visées par la possibilité d'anonymisation. Je vous ai mis ici sur le support l'article qui les vise. Ça vous permet de vérifier si la personne dont vous souhaitez voir l'adresse occultée peut le faire ou non. Et puis, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre ? On a eu aussi des difficultés à anonymiser les CABIS parce qu'aujourd'hui, pour déposer une formalité juste d'anonymisation, donc je n'ai pas de formalité, juste je souhaite anonymiser mon CABIS, je passe par le module de dépôt d'acte du guichet unique. Et donc, il y a certains greffes qui n'arrivent pas à faire le parallèle entre cette réception via le module dépôt d'acte et le RCS où il y a le CABIS. Donc là, il y a encore quelques petits cas résiduels où on a des difficultés pour anonymiser le CABIS, alors que c'est la seule possibilité que nous avons sur le guichet unique. Et puis, dernier point où on a aussi quelques difficultés, c'est les actes qui seraient déposés sur un greffe antérieur. Je me suis constituée sur le greffe de Marseille, j'ai transféré sur le greffe de Lyon. Je souhaite anonymiser mes actes qui étaient déposés initialement à Marseille. Eh bien, je ne peux pas le faire via le guichet unique. Et là, c'est un petit peu compliqué. Donc, je crois qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, mais pour le moment, c'est très, très compliqué d'aller anonymiser des actes qui sont sur un autre greffe que le greffe actuel. Parfois, on peut saisir par voie de requête. Le juge commet la surveillance par voie de requête. On n'a pas eu de grand succès. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Et puis, il y a parfois des documents qui ne sont pas forcément visés par l'anonymisation. La liste des souscripteurs, par exemple, on sait que parfois, certains rédacteurs y mettent l'adresse personnelle, c'est pas une mention obligatoire, et donc parfois les greffes refusent de l'anonymiser. Et il y a également ce problème de greffe qui, précédemment, stockait l'ensemble des pièces de constitution sur un seul et même fichier. Donc, on a les statuts, la liste des souscripteurs, etc., etc. Et là, pour le coup, pour anonymiser uniquement les statuts, c'est compliqué aussi. Donc, tout ça, c'est en voie de régularisation. Je vous donne quand même des bonnes nouvelles. Tout ça est en train de s'arranger, mais néanmoins, il y a encore quelques petits cailloux dans la chaussure. Voilà.
C'est pas toujours évident. Je vous ai mis ici, il y a eu deux réformes intéressantes qui sont passées dernièrement. Donc, il y a eu le décret du 30 avril 2026. Je vais aller un peu vite parce que le temps passe. Je vous ai mis ici un petit peu ce qui ressortait de ces nouveautés. Les dépôts d'extraits de documents qui est désormais possible, donc ça c'est top. On n'est plus obligé d'indiquer l'adresse complète, etc. On peut uniquement, par exemple, quand on parle d'un dirigeant, on peut uniquement indiquer nom, prénom, mois, année de naissance et commune de naissance. Donc ça, voilà. Donc l'adresse et le jour de naissance peuvent être supprimés des documents, on peut déposer uniquement des extraits. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'obligation pour les commerçants et artisans de déclarer des fonds transmis par succession et donation. Ça, une fois de plus, ça concerne une petite niche, mais c'est intéressant. Et le certificat de durabilité qui est à inscrire au RCS et au RNE. J'avance un peu si on veut avoir le temps de répondre à quelques questions. La radiation d'office au RCS qui maintenant remonte au RNE et vice-versa. On se retrouve avec des sociétés qui parfois étaient radiées au RCS, néanmoins au RNE, elles ne l'étaient pas, ou vice-versa, qui à un moment donné, le RNE avait eu l'information que la société est radiée, finalement elle ne l'était plus. Donc là, il y a quand même plus une mise à jour de ce type d'information et c'est très important puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des organismes publics notamment qui se basent beaucoup sur le RNE, d'où l'importance qu'ils soient véritablement à jour. La grosse nouveauté pour nous en termes de formalité, c'est ce qui concerne les cessions de parts de sociétés civiles. Aujourd'hui, c'était les seules sociétés pour lesquelles nous devions avoir la cession de parts enregistrée pour pouvoir déposer la formalité. Et bien désormais, on peut déposer la formalité sans cette cession de parts enregistrée. Néanmoins, il faut que le PV qui prenne acte de la cession de parts soit assez exhaustif. On n'a pas le prix de la cession, etc., mais il faut qu'il indique qui a cédé à qui, etc., et la mise à jour des statuts concomitants. Et donc, c'est cette mise à jour de statut qui sera déposée qui va faire opposabilité au tiers. Donc ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que dans le cas de succession où on attend un cabis à jour pour pouvoir faire une vente ou quoi, eh bien, on n'est plus obligé d'attendre que la cession soit enregistrée puisqu'on sait que parfois les délais dans les services des impôts des entreprises sont très longs. Et donc là, ça permettra d'avoir un cabis à jour immédiatement. Et puis un dernier point sur l'adresse des commissaires aux comptes, où aujourd'hui il est autorisé de mettre l'adresse personnelle. Honnêtement, par tolérance, c'était déjà fait un petit peu avant. Là, aujourd'hui, ça officialise quand même cette pratique. La réforme des droits des sociétés 2026 sur la simplification de la vie économique. Donc ça avait été adopté par le Sénat le 15 avril. Et donc là, donc la création d'un haut commissaire d'un haut conseil à la simplification pour les entreprises. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est pour évoluer les normes applicables aux entreprises. Le but, vous l'avez compris, aujourd'hui, les pouvoirs publics ont vraiment un souhait de simplifier et d'améliorer la vie économique. On sait que c'est pas toujours évident. On sait que parfois, à vouloir bien faire, ça complique un peu plus les choses. Là, on espère que ça va aller dans le bon sens. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont dans ce sens-là. La SARL, plus de liberté statutaire. Et puis, très important, le dépôt de capital. On sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui se retrouvent avec des refus de dépôt de capital sans explication. Dorénavant, les établissements bancaires devront s'expliquer sur le refus, ou du moins le motiver. Donc, voilà pour les informations que j'avais à vous passer. Vous avez la possibilité donc de télécharger le mémento des formalités et les frais liés aux formalités. N'hésitez pas à le faire. Ça peut être des documents très intéressants. Et puis, n'hésitez pas, vous avez également la possibilité de cliquer sur le bouton « Je souhaite être contacté pour déléguer mes formalités » si vous souhaitez avoir des informations sur nos services et nos accompagnements. Je vous propose que nous passions aux questions parce qu'il nous reste 5 petites minutes. Alors, il y a de très nombreuses questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait une personne qui en avait posé une juste avant que le webinaire commence. Et je voulais y répondre parce qu'elle était intéressante. C'était une personne, alors j'essaie de retrouver la question, c'était une personne qui disait qu'elle devait faire une clôture de liquidation pour une SARL qui n'avait ni salarié ni de gérant majoritaire, en gros qui n'était pas connu auprès de l'URSSAF et qu'elle n'arrivait pas à obtenir l'attestation fiscale, sociale de l'URSSAF pour lui permettre de clôturer. Alors oui, il y a un service qui est dédié à l'URSSAF pour les entreprises qui ne sont pas connues et qui vous délivre cette fameuse attestation de l'URSSAF. Voilà.
Oui, oui, il faut quand même cette attestation. Je sais que parfois, et je crois que c'était votre cas, vous aviez fait une attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert comptable pour indiquer que la société n'était pas connue à l'URSSAF. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment le voilà. Ah bah tiens, il y a Claire qui a mis euh, Célia, pardon. Excusez-moi, Célia. Célia qui a mis le lien pour l'URSSAF. Super. Voilà, j'essaie d'avancer. Bonjour, bonjour. J'essaie de voir les questions. Merci les filles. Alors, attendez, parce que... Ah oui, pour la clôture. Heureusement que je suis accompagnée d'Océane qui me dit où est-ce que je dois regarder. Alors, comment mettre à jour la fiche RNE quand nous avons beaucoup d'établissements et donc toujours une formalité en cours sur le guichet unique. Voilà, c'est un cas qui est compliqué. Quand effectivement on est sur beaucoup d'établissements, il faut déjà... Alors, idéalement, quand on a une entreprise comme ça qui a beaucoup d'établissements, il faut déjà commencer par mettre toutes les fiches RNE à jour. Et ensuite, idéalement, il ne faut pas avoir des formalités en cours, etc. Parce qu'alors là, sinon, c'est le bazar. Parce que je vais mettre un peu à jour, je vais mettre des formalités qui vont venir remettre à jour et je ne saurai plus où j'en suis. Quand on a comme ça des sociétés qui ont beaucoup d'établissements, il faut avancer au fur et à mesure. Il faut commencer par cleaner la base, bien mettre son RNE à jour et ensuite pouvoir déposer les formalités. Question de Virginie. J'ai un problème pour récupérer le RBE car une de mes sociétés, elle n'apparaît pas dans la data. Le GU me le réclame activement. Je n'ai à lui fournir à part une synthèse du RNE où cela apparaît en bas. Mais cela leur suffit-il? Comment faire? Voilà, ça doit être clairement là, c'est récupérer un RBE car une de mes sociétés n'apparaît pas dans la data. Elle apparaît bien sur Infogreffe. Si elle apparaît bien sur Infogreffe, là, c'est que c'est un bug. Il faut prendre contact avec les services de l'INPI pour qu'ils le remettent à jour sur le guichet unique. Enfin, en tout cas, sur le guichet unique. Voilà. Sur une synthèse de RNE. Non, encore un bug, hein, très certainement. Elena, bonjour, j'ai une question concernant l'occultation de l'adresse. Faut-il faire signer le document par toutes les personnes concernées? Alors, oui, j'ai reçu 2 consignes différentes, etc. Oui, c'est ce que je vous disais. Suivant le greffe, vous allez avoir soit le dirigeant qui doit signer avec les personnes occultées, soit la personne qui demande l'occultation de son adresse doit signer l'attestation. Et donc, c'est une attestation par personne. Ce que je vous conseille, c'est dans le doute, c'est de toujours faire une attestation par personne, éviter les attestations collectives et de faire signer la personne qui demande l'occultation. C'est ce qui semblerait passer le plus régulièrement. Sinon, se rapprocher, envoyer un petit mail au greffe et voilà, s'il vous répond, au moins vous saurez comment faire, ça évitera de perdre du temps à faire des allers-retours. Certificat de non-faillite, toujours pas, c'est comme le certificat de non-opposition, à commander sur Infogreffe, la même chose. Disons que ça remplace l'envoi par courrier, comme je vous disais. Le DBE doit-il être obligatoirement déposé en cas de transfert hors ressort? Même, oui. Voilà, je ne finis pas, Elena. Voilà, il doit être déposé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connu dans le nouveau greffe. Donc, on le redépose, tout simplement, même s'il n'y a pas eu de modification. Qu'en est-il sur l'annonce? Une question de Sylvie. Qu'en est-il sur l'annonce légale concernant l'adresse du dirigeant? Il n'est pas possible de l'enlever. Les textes ne prévoient pas aujourd'hui que c'est une mention. Enfin, je le redis différemment. Il est prévu que l'adresse personnelle soit sur l'annonce légale. Pour le moment, ça n'a pas été modifié. Quand le texte est sorti sur l'occultation, l'annonce légale n'était pas visée par cette suppression. Donc, pour le moment, alors c'est dans les tuyaux, hein, mais pour le moment, c'est une obligation légale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Medialex occulte ses annonces sur ses titres partenaires au bout de 7 jours. Voilà. Mais là, c'est toujours une mention obligatoire. Ah, je vois une question où on demande concernant l'occultation des adresses de dirigeants, avez-vous la procédure pour demander la suppression de la diffusion de l'annonce auprès des sites tels que ActuLégal, PPLE ou encore Papers? Alors, je sais, notamment dans le cas de Papers, que l'entreprise peut les contacter pour demander à ce que les documents soient supprimés, en fait. Les documents sur lesquels figurent des adresses personnelles, etc. Là, on peut les demander. Il faut les demander. Je crois qu'il y a un formulaire de contact sur le site, donc il ne faut pas hésiter à ce que le dirigeant directement. Alors, je crois qu'en termes de mandataire, en qualité de mandataire, on ne peut pas intervenir nous-mêmes, mais le dirigeant il peut demander donc la suppression de ces données sur des sites comme Papers. En tout cas, pour Papers, je sais que c'est le cas.
peut-être une dernière question. Océane. C'est Océane qui me dit oui, donc c'est bon, une dernière question. Bonjour, donc une question de Jessima. Bonjour, le numéro SIRET d'un établissement secondaire est-il maintenu lorsque celui-ci devient établissement principal? Oui, en fait, le SIRET, il faut qu'on comprenne à quelque chose, c'est rattaché à une adresse. C'est pas la qualité de l'établissement s'il est principal ou secondaire, ça va être le 12 rue de la République, il a un SIRET 00025. Eh bien, que celui-ci soit secondaire ou principal, ça ne change pas. C'est lié à une adresse. Voilà. Et puis, prenons une toute dernière question. Bonjour, si les agents du guichet unique ne régularisent pas la situation du RNE, donc un établissement absent du RNE et empêchant toute formalité, comment faire pour régler la situation? Et ben là, Stéphane, vous êtes un petit peu coincé puisqu'il n'y a que eux qui peuvent vous ajouter l'établissement. Ça arrive que parfois, sur un certain nombre d'établissements, il en manque un. Donc, il ne faut pas hésiter à leur retransmettre le CABIS, l'avis initié avec l'établissement et leur demander de régulariser au plus vite parce que je comprends que vous êtes très embêtés pour faire vos formalités. Malheureusement, là, c'est encore un bug et il y a que qui peuvent intervenir de façon manuelle. Voilà, je suis désolée si je n'ai pas répondu à toutes les questions. J'ai essayé d'en prendre un peu des diverses. J'espère que j'ai pu vous apporter un certain nombre de réponses ou un retour d'expérience ou du moins intéressant. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous souhaite bon courage pour cette grosse période, d'excellentes vacances et puis on se retrouvera certainement à la rentrée pour d'autres nouveautés et d'autres retours d'expérience. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à très vite.